Bon, enchanté. D'abord, j'aimerais bien remercier Dayakem pour l'invitation à participer dans ce salon et bon, pour pouvoir faire ce petit, on va dire, séminaire à propos des sirops glucose en poudre et les dextrose monohydraté. Donc, d'abord, vous dire, je m'appelle Patricia, je travaille pour Tereos Siral et je suis dans le département recherche et développement. Et bon, attends, mais désolé, je ne suis pas habituée à parler avec ça. Donc, bon, je voulais vous montrer l'agenda on aimerait bien vous proposer pour aujourd'hui, si ça marche. Ça ne marche pas. Mais bon. En bas? Pour passer? D'accord, désolé. Donc, j'aimerais bien faire une petite présentation à propos de notre société, juste pour vous faire savoir qui sommes-nous. Après, on va parler des sirops de glucose déshydratés, un peu comment on les produit et quelles sont les applications. Et pour finaliser, la dextrose monohydrate et les applications aussi et comment on les produit. Donc, je vais parler très rapidement de nous. Donc, Tereos Siral, comme société, ce qu'on fait, c'est la production et la commercialisation des produits dérivés de blé ou maïs, comme sont amidon, sirop de glucose, polyol, etc. Et aussi tous les coproduits. Et tous ces produits, on les vend dans différents secteurs. Et Tereos Siral, tel quel, c'est la partie céréalière du groupe Tereos. Tereos, c'est un groupe sucrière de la France. Elle est le 5e groupe par rapport au mondial. Et donc, elle est fondée par 12 000 coopérateurs français. Et bon, il est baissé dans la plupart des pays dans le monde. Mais nous, Tereos Siral, les amidoniers, on peut dire qu'on est presque 2000 employés qui travaillent dans le 12 sites de production qu'il y a tout autour du monde. Et on a un chiffre d'affaires plus ou moins de 2 millions d'euros. Et bon, pour vous faire, si on fait un ranking par rapport à l'Europe, on peut dire que dans la production de maltodextrine et alcool, on est les premiers. Pour les productions de tous les produits sucrants, on est dans les 10e situation, disons, en Europe. Et 3e pour l'ensemble des produits amylacés. Pour vous donner quelques données par rapport à notre histoire et sens, j'aimerais bien vous dire qu'on s'est développé dans de nouveaux territoires. On est maintenant basé sur le Brésil, mais aussi en Chine. On a essayé d'entrer dans de nouveaux marchés, comme c'est les excipients pharmaceutiques, mais aussi la chimie végétale. On a développé quelques nouveaux produits, comme sont les protéines hydrolysées, mais aussi des autres dérivés d'amidon avec des valeurs ajoutées. Et on travaille maintenant avec des nouvelles matières premières, comme la manioc et la pomme de terre. Bon, pour vous faire une idée, plus ou moins avec 4 millions de tonnes de produits céréales et tubercules, on arrive à obtenir 2 millions de tonnes de produits amidonnés, glucose et tous les dérivés. Et aussi, c'est important pour nous, 1 million 300 000 tonnes de coproduits qui sont bien intéressants pour les marchés, surtout de l'alimentation animale. Pour résumer, on travaille 4 matières premières avec lesquelles on fait une large gamme de produits comme amidon natif, modifié, polyol, maltodextrine, mais aussi coproduits et protéines de blé. Et ils sont d'application dans plusieurs secteurs de l'alimentation, mais aussi des autres comme l'industriel, papier, carton, etc. Et ici, pour vous faire une idée, on se trouve tous les sites et un peu quelles sont les matières premières qu'on utilise à chacun. Ok. Mais bon, on va vraiment aller sur les topics et ça nous intéresse aujourd'hui. Donc, ils sont le sirop de glucose en poudre. On les appelle glucodry et c'est la gamme des glucoses déshydratés qu'on a. Les glucoses déshydratés, c'est un produit en poudre avec une basse humidité. Ça veut dire qu'il a moins de 5% d'humidité.
C'est pour ces caractéristiques poudre que c'est un avantage pour le manipuler, étant donné que c'est un glucose, bon, c'est facile aussi à stocker. Si on fait une solution avec ce sirop glucose en poudre, on va obtenir un sirop glucose liquide avec les mêmes fonctionnalités qu'un sirop de glucose liquide tel quel. Okay? C'est un avantage quand on veut faire des mélanges en poudre et aussi pour ces produits dont il ne faut pas ajouter de l'eau et le contenu doit être très bas parce que ces produits n'apportent de l'eau. Bon, un peu. Comment on fait ces produits? Comment on les produit? Et c'est qu'on peut utiliser ce blé ou maïs. À partir de ces blés ou de ces matières premières, la première chose qu'on fait, c'est produire un lait d'amidon. Ça, c'est le procès amidonatif. Après, avec le lait d'amidon, on fait un hydrolyse. Ça, c'est le procès glucose. Après, il y a des procès de purification et stérilisation, on va dire la pasteurisation, et pour réduire la micro. Et finalement, on fait une atomisation pour le faire en poudre. Après, on refroidit et on fait un tamisage pour être sûr que la granulométrie est régulière et telle que l'on veut. Finalement, on fait l'emballage, etc., juste pour la livrer en sac. Okay. Mais j'aimerais bien aller un peu plus, approfondir un peu plus sur les deux procès A et V pour vous faire savoir exactement qu'est-ce qu'on fait dans ces deux procès. Donc, la différence la plus importante qu'on a par rapport à la production selon la matière première est ce que quand on fait les glucoses à partir du blé, c'est un broyage à sec. Ça veut dire dans chaque site dont on produit les glucoses à partir du blé, on a dedans comme un petit moulin à farine. Donc on fait un brin farine et avec ces farines, on ajoute de l'eau, on fait une pâte qu'on malaxe jusqu'à ce que le réseau du gluten est développé. Ce réseau qui forme un grand boule de protéines, on la lave et d'un côté, on obtient ce qu'on appelle le gluten pour des utilisations dans les bakeries et grâce au lavage, on obtient un lait d'amidon. Dans le cas du maïs, ce n'est pas si facile et le problème, vous savez que c'est le problème avec les maïs pour obtenir l'amidon. Qu'est-ce que c'est la différence? Là, l'hydrolyse. Non, la partie la plus difficile pour obtenir l'amidon des maïs, c'est que la protéine attrape l'amidon dans les noyaux des maïs de telle façon que c'est très difficile à l'enlever. Donc, on ne peut pas faire un moture, un broyage à sec. Il faut faire quelque chose avant pour pouvoir séparer tous les composants. Ça veut dire on utilise de l'eau, on utilise des sulfites et on met tout dans un grand silo et on les fait stocker pendant quelques heures de telle façon qu'à la fin, la protéine se relâche, on va dire c'est fait plus faible et après on pourra la maturer. Okay? Mais après, ici, on a encore un autre problème et c'est que le germe du maïs a un contenu en huile très haut. Donc, il ne faut pas que cette huile migre sur la lait d'amidon parce que ça peut nous provoquer des enracissements après dans les produits finis. Donc, il faut aussi faire une première rupture grossière pour enlever les germes, pour éviter la migration de l'huile. Et après, on fait un broyage. Et finalement, on obtient la lait d'amidon. OK? Donc, les procès, ce n'est pas les mêmes. Okay. Mais à la fin, ce qu'on obtient, c'est la lait d'amidon. Et après, c'est ce lait d'amidon qui contient la molécule amidon, que c'est un polysaccharide qui est formé de deux homopolymères. Okay. On a l'amylose et l'amylopectine. C'est des molécules, ça fait l'amidon. Il y a deux différences. Donc, l'amylose, c'est moins branché. L'amylopectine, c'est plus branché et donc a un poids moléculaire supérieur. Le rapport amylose-amylopectine est différent en dépendant des types de matières premières qu'on utilise. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette lait d'amidon? Il faut découper les chaînes dans des petits sucres. Et ça, comment on le fait? On utilise un hydrolyse et on la fait ou bien acide ou bien enzymatique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est casser
dans des petites molécules jusqu'à ces points qu'on désire. Ça veut dire on les fait de façon contrôlée. Okay? Mais à la fin, ce qu'on obtient, c'est un mélange de différents types de sucre. Ainsi que quand on a fait l'hydrolyse, la façon à caractériser, ou une des façons à caractériser un sirop glucose, c'est à travers les dextroses équivalents. C'est la quantité de sucre réducteur exprimée en matière sèche. Ça veut dire, si on a les DE d'un sirop glucose, on connaît plus ou moins les degrés d'hydrolyse qu'on a fait sur cet amidon. D'accord? Mais ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse, c'est aussi l'espectre glucidique. Ça veut dire, comme je contrôle la façon d'hydrolyser, à la fin, je peux développer différents glucose, sirop glucose, avec des spectres glucidiques différents. Je peux avoir plus ou moins dextrose, plus ou moins maltose, plus ou moins triose et des chaînes plus longues de polysaccharides. Ça fait possible d'obtenir une gamme aussi de sirop glucose. Okay? Et s'il vous plaît, si vous voulez m'interrompre, ça serait génial. Donc, si vous avez quelques doutes, ne doutez pas à m'arrêter. Okay? Même s'il y a quelque chose que vous ne comprenez, heureuse de vous répondre. Désolé. Et finalement, je mets ici la définition légale qu'on a pris sur les codex, mais aussi c'est la réglementation européenne. Et donc, pour un glucose liquide, c'est une solution aqueuse des saccharides nutritifs, tandis que le sirop de glucose poudre, c'est un glucose partiellement déshydraté. Donc, au moins, la matière sèche doit être 93%. Et surtout, c'est important à dire que les DE, ça veut dire les degrés d'hydrolyse, ça doit être plus haut des ventes, parce que sinon, on est en train de parler du maltodextran. Okay? Donc, il faut différencier qu'un sirop glucose est toujours avec un DE plus de 20. Quelles sont les applications alimentaires de ce type de sirop glucose? On va voir qu'ils sont vraiment utiles dans n'importe quelle application alimentaire. On va voir des petits exemples, mais pour votre info, on peut les utiliser pour les baby-food, pour les produits atomisés, édulcorants, etc. Et on va voir quelques exemples. Donc, par exemple, dans la pâtisserie, si on parle de ça, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour remplacer un peu de sucre. Mais avec deux fonctionnalités différentes. D'un côté, ce qu'on peut faire, c'est contrôler les goûts sucrés, la coloration des produits pâtissiers, mais aussi, comme des petits monosaccharides, ça contrôle aussi l'activité d'eau, donc ça améliore la conservation du produit, la self-life du produit. Okay? C'est vrai que comme c'est un produit avec des molécules de longue chaîne, il faut faire attention aussi parce que si on ajoute trop, à la fin, on va perdre les volumes qu'on désirait d'abord. Donc, il y a, disons, un pourcentage à ajouter qui va nous permettre de contrôler les goûts, de contrôler les volumes, mais aussi la couleur, sans changer les autres caractéristiques. OK? Dans les biscuits, c'est le même cas. Dans ces cas-ci, c'est important et intéressant parce que quand on ajoute, par exemple, ou quand on fait un remplacement de 30% du sucre total de la recette, on peut avoir un biscuit avec un plus court, c'est plus ferme. Et donc, c'est un produit différent, okay? Plus stable, donc ça fait la différence. Et aussi, ça contrôle les goûts. Je n'ai pas dit, mais toujours les goûts, les pouvoirs sucrants d'un sirop glucose, un glucodry, c'est toujours plus bas que c'est du sucrose. Okay? On parle de 60% moins, plus ou moins, un peu plus. Okay? Donc ça nous permet, mais même si on va dire si la sensation sucrée c'est moins, l'expression des arômes et des autres ingrédients en bouche, c'est mieux, on va dire, parce que le sucre, quelquefois, comment ça dit, ça nous fait perdre les autres arômes. Donc, avec ça, on nous permet de développer la vanille, le cacao, d'accord? Donc, ça nous permet de le faire comme ça. Ici, dans les fourrages aussi, on peut les utiliser.
En tout cas, ça nous permet de jouer, si on peut dire comme ça, de jouer avec la texture du fourrage. D'un côté, c'est un avantage pour éviter la migration de l'huile, ça veut dire pour avoir un four acceptable, parce que comme le glucose fait une certaine viscosité, ça nous aide à contrôler la graisse dedans la formule fourrage. D'autre côté, on évite la cristallisation de la saccharose pour éviter une sensation sableuse en bouche avec un fourrage qu'on voit que ça soit comme une crème. Okay. On peut aussi contrôler les goûts sucrés. Et ici, j'ai mis deux recettes plus ou moins qu'on peut voir sur les marchés. Et pour vous montrer qu'on peut jouer avec ces glucodry, si on veut obtenir différentes textures dans un fourrage. Ça veut dire, plus j'ajoute, la douceur, ça diminue, mais l'écorce, ça devient un peu plus grand, et l'onctuosité, ça change aussi. Okay? Mais en même temps, on peut développer mieux l'arôme cocoa dans ces cas-ci. Donc, il y a un range d'utilisation dans les fourrages que ça nous permet de jouer et créer différentes textures. Donc, c'est très versatile comme produit dans ces applications-ci. Pour la glace, je pense que s'il y a quelqu'un ici qui fait des glaces, ils vont vraiment savoir pourquoi c'est important ou c'est intéressant d'utiliser un glucodry ou un sirop glucose poudre. On peut contrôler la texture vraiment bien avec ce type de produit. On contrôle le sucré autrefois. C'est un apport précieux de matière sèche dans la formule générale. Et surtout, ça peut nous aider à éviter la cristallisation de la lactose. Et en même temps, pourquoi pas le dire, même on peut réduire un peu les taux de produits laitiers dans notre produit. Et aussi, ça nous aide à éviter la formation des cristaux de glace, surtout par certains produits que, par exemple, on les vend dans les supermarchés, on l'amène chez nous, après on les fait sortir du frigo, on les met autrefois. Comme ça, à la fin, ça devient beaucoup de cristaux de glace dans la glace. Ça ne nous intéresse pas. Donc, pour éviter ça, pour être plus fort par rapport à les chocs thermiques, on peut utiliser ce type de glucose. Okay? Et c'est important aussi comment ça travaille sur les points de fusion. Point de congélation, désolé. Donc, on peut voir, ça c'est la ligne orange, oui, orange, et c'est la sucrose. Dextrose, fructose, ça c'est la bleue. Donc, ce que je vais vous dire est que si on utilise les glucoses, les produits, il va être beaucoup plus dur à moins de température. Ça veut dire qu'on a besoin de moins d'énergie pour les congeler et les produits vont rester stables à plus de température. Donc, ça dépend où on va vendre notre glace, comment on veut que sa glace c'est la sensation en bouche du client. On peut jouer avec la concentration sirop-glucose, sucrose, dextrose, ok? Mais ça, c'est l'effet, un effet très, très, très important pour vraiment donner une texture à une température. Ici, deux recettes à vous proposer avec un 23% de substitution du sucre. Dans l'autre cas, ça est 26%, mais juste pour améliorer la texture. Ok, je vais essayer de le faire en français, désolé. Donc ici, ce qu'on a, c'est la température, plus ou moins, ok? Donc, il faut dire que si on fait un glace avec du dextrose 100%, par exemple, il faut arriver jusqu'à moins 15 degrés pour obtenir un produit surgelé. Tandis que si on utilise les glucodry, on va avoir la même texture, la même dureté, à moins 5 degrés. Donc, il faut moins d'énergie. Et après, quand on fait sortir les produits, et si tu as, par exemple, une glace à bâton, ça ne va pas couler dans ta main parce que c'est plus fort, ça supporte mieux la température. Ok? Donc, c'est plus ou moins. Dans ces graphes, ce qu'on voit, c'est l'énergie qu'il faut pour avoir une texture dure, un produit vraiment surgelé. Dans les cas dextrose sucrose, il faut beaucoup plus d'énergie et il y a les dessus. Et freezing point, depression point. Les points de dépression du point de fusion. Ok? Désolé.
La traduction, quelquefois, je fais, bah, oui, plus ou moins, compris? Ok. Vous utilisez ce type de sirop? Ah ouais? Ok. Et bon, ça c'est tout pour la partie sirop déshydraté. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Merci. Est-ce qu'il y a un avantage au niveau du point de congélation de la glace? Je voulais dire au niveau de la recristallisation du sucre. Oui, aussi. Qu'est-ce que ça permet? L'avantage, c'est que si tu utilises ton glucodry, la cristallisation sucre va être plus difficile. Donc, d'une partie, tu vas éviter la cristallisation du sucre, aussi la lactose, si tu utilises des matières laitières sur ton formule, et aussi la partie de l'eau surgelée, on va dire la formation des cristaux de tous ces sucres, mais aussi la glace, ça s'évite avec l'utilisation, ok? Avec les long chains, le longue chaîne de polysaccharides qui encore restent sur les produits, ils vont interférer sur la cristallisation. On va dire que c'est le long chain de glucodry, ils ne font pas bouger la sucre et la lactose, donc ils ne peuvent pas cristalliser. C'est une très simple explication, mais plus ou moins c'est comme ça. Très bien, ok, comme il ne peut pas mirer, il ne peut pas s'associer, donc il ne peut pas cristalliser. C'est plus difficile. Et au niveau texture, qu'est-ce qui est conseillé d'utiliser, le dextrose et le glucodry ou chacun tout seul? Quel est l'avantage de chacun tout seul par rapport à la texture et quel est l'avantage des deux ensemble? Bon, ça dépend du produit final que tu veux Crème glacée. Crème glacée. Crème glacée. Bouf. Dextrose. Dextrose, oui, mais attends. Tu vas y aller très 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 bas en température et encore tu vas avoir un produit pas surgelé, donc c'est toujours crémé. Donc tu vas avoir toujours un produit plus crémeux, ouais, avec la dextrose, parce que il faut. Pourquoi? Parce que ça va les points de fusion. Oui. Donc, aux mêmes températures, si tu utilises la dextrose ou un glucose poudre, avec la dextrose, va être toujours un produit molle, un produit crème. Donc, ça dépend. Dans ces cas-ci, c'est la dextrose. Mais pas seulement la dextrose, il faut aussi... Oh, pas seulement, oui, la dextrose, on va dire. Donc, ça dépend aussi dans ta formule combien de dextrose tu en as. Peut-être il faudra avoir un petit pourcentage de glucodry pour éviter la cristallisation. Donc ça, il faut les balancer. OK? Je ne sais pas si... Bon, je suis sur le temps. Bon, je continue. Bon, pardon. Donc sur les dextroses monohydrate, désolé, je parle toujours de la dextrose parce qu'en espagnol c'est la dextrose et je vous dis toujours qu'ici on doit dire les dextroses, donc désolé. Ici, autrefois, c'est qu'on a, c'est cette dextrose, donc encore c'est un produit poudre et ça vient de l'hydrolyse complète de l'amidon. On a vu quelques slides avant comment on faisait le découpage de l'amidon. Éventuellement, on peut arriver à 100% d'hydrolyse. Et quand on fait ça, on arrive à obtenir la seule molécule de D-glucose qu'on appelle dextrose. Okay? Dans ces cas-ci, on parle monohydrate parce que chaque molécule de dextrose a une molécule d'eau. Et on est toujours comme ça. Okay? Il peut venir ou il peut être fabriqué à partir du blé ou des maïs. On a différentes granulométries pour être adapté au marché qui demande. Ça dépend des applications. Ça peut être mieux en dextrose plus grossière ou plus fine. Donc on a plusieurs. Encore autrefois, c'est facile à manipuler, à stocker parce qu'elle est poudre et elle est stable. Et aussi, on peut l'appliquer directement sur les produits en poudre et sur ces produits avec en eau limitée parce que l'apportation à partir du dextrose, ce n'est pas très haut.
Les procès, on ne va pas les raconter parce qu'on va dire que c'est plus ou moins pareil à la glucose poudre, mais qu'on arrive à l'hydrolyse complète. Ici, pour moi, c'est intéressant à dire qu'il est nécessaire, une fois qu'on a obtenu toute la dextrose en forme liquide, il faut avoir un procès de filtration et purification, parce que sinon, après, les procès de cristallisation, ça ne va pas marcher très bien. Donc, il faut que la solution soit tellement nettoyée des impuretés qu'il faut faire cette étape d'abord. Okay? Comme ça, on évite qu'il y ait des matières étranges dans la solution qui vont nous faire des cristaux avec une fonctionnalité, par exemple, non pour ceux qui vont la dissoudre, mais pour les autres qui vont l'utiliser pour la compression, les cristaux qui n'ont été pas formés dans une solution stable et purifiée, ça peut nous donner des problèmes. Après, on fait les conditionnements et on obtient les produits. Ici, pour vous faire voir que la gamme a différents granulos, comme on disait avant, pour savoir si on a un tiré. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire comme mélange en poudre et pour éviter des phénomènes de déségrégation, même on doit utiliser la plus grosse ou la plus fine. Donc, il y a plusieurs produits sur le marché. Autrefois, la définition légale est celle des glucoses purifiés et cristallisés contenant une molécule d'eau de cristallisation. Les contenus en dextrose doit être moins de 99,5% et la matière sèche doit être toujours supérieure à 90%. Ok, c'est ça. Donc ici, comme propriété fonctionnelle, il faut dire, et j'ai oublié de le dire aussi pour les glucodry, la charge calorique pour les dextroses, mais aussi pour les sirops, c'est toujours 4 kilocalories per gramme. Ici, une fonctionnalité, c'est aussi, comme on a déjà vu, l'abaissement du point de fusion. Ça augmente l'osmolarité d'une solution, c'est pour les boissons, c'est intéressant. L'augmentation de l'index glycémique, ici, je ne sais pas s'il y a un impact, mais c'est important à dire que la dextrose a un index glycémique de 100%. Donc, quand vous devez faire la formulation, il faut faire attention, ça dépend des marchés où vous devez travailler. Les pouvoirs sucrants est inférieur. Dans les cas de glucodry, on parlait de 45% 300, donc et en ces cas-ci, c'est 60%. Donc, il est 35% moins sucré que le sucre. Il a une influence positive sur l'activité de l'eau. Comme il est une molécule petite que ça attrape de l'eau, et la gare, cette eau n'est pas disponible pour le microbiote. Donc, ça nous aide à baisser l'activité d'eau d'un produit, bien pour les conserver plus longtemps, mais aussi pour la faire plus pareille à ceux, par exemple, dans un fourrage ou, enfin, pour la faire plus pareille à les biscuits avec lesquels ça va être mis dedans. Okay. C'est un support de charge et c'est sûr que ça a une sensibilité au maillard. Donc, les applications alimentaires sont telles tout ce qu'on peut voir. Dans les boissons, d'un côté, ce qu'on peut faire, c'est moduler ou contrôler les goûts sucrés. Et comme ça, on peut substituer partiellement les sucres. Ici, c'est intéressant de savoir que même si on parle des pouvoirs sucrants, il y a aussi un profil sucrant. Ça veut dire, les pouvoirs, c'est 70%, mais comment ça s'exprime dans la bouche, c'est différent. Donc, la sucrose, pour nous, c'est le sucre le plus connu. Donc, on va dire que le profil, il fait comme ça. La dextrose, c'est moins intense et ça dure moins dans la bouche. Ça dure moins de temps, on va dire. Donc, ça nous permet aussi d'obtenir des autres arômes, etc., comme on disait avant. Et bon, la maltose, par exemple, pour vous faire un exemple, c'est, on va dire, les pouvoirs sucrants est un peu plus bas, mais aussi les profils séparés au sucre. Okay? Dans ces cas-ci, on parle d'un produit qui est moins sucrant, mais qui vient rapidement en bouche et disparaître un peu plus rapide que la sucre. Pardon? Non, il disparaît parce que c'est son comportement. Et comme ça, les autres arômes, comme tu ne la tiens pas en bouche tant comme la sucre, les autres arômes que tu as, et tu les sens d'abord. Et aussi parce que c'est moins intense. Donc les autres ont le pouvoir d'être exhaustés de tous les mélanges. Oui? C'est pas qu'elle est fait pour
exprès, mais que c'est les compartiments et comme ça on peut en profiter si on veut par exemple développer un nouveau goût dans quelques produits, si on veut vraiment intensifier les goûts de vanille, je ne sais pas, peut-être on peut faire un remplacement du sucre avec du dextrose et comme ça la vanille ça vient plus facilement en bouche, on la sent. Ok. Dans les glaces, encore une fois, il ne faut pas les répéter, mais dans les spécialités boulangères, pour la formation des couleurs, ça nous permet de contrôler la couleur qu'on veut donner à la pâte. Finalement, quand elle est déjà en cuisson, on peut contrôler comment on veut faire la coloration. On peut donner un goût sucré contrôlé. Aussi parce que comme l'activité d'eau, il nous permet de la baisser, les produits peuvent se conserver un peu plus longtemps et on peut réduire la viscosité de la pâte. Quelquefois, si on utilise une farine qui est trop forte ou trop élastique, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu dextrose et comme ça, on va la relaxer et pour la malasser, c'est plus facile. Okay? C'est un petit truc qu'on peut utiliser sans changer beaucoup la caractéristique du pain, mais ça nous fait plus facile de travailler en boulangerie. Pour des autres produits à base céréales, aussi la même chose pour la formation des couleurs, pour contrôle de la vie utile des produits, mais aussi il a des propriétés liantes et croustillantes pour certains produits comme les barres céréales par exemple. Okay? On peut faire une solution liante pour les céréales et après on peut les cuire et ce qu'on obtient c'est un bar céréales croustillant. Parce que la dextrose, ça recristallise après la cuisson. Okay? Pour les produits laitiers, aussi pour le contrôle du sucre, c'est un sucre fermentable aussi, donc on peut l'utiliser, c'est plus rapide par rapport à la fermentation des microbiomes. Et on peut substituer une partie du lactose dans les produits laitiers. Ça nous permet. Pour la charcuterie et les produits de la viande, on peut l'utiliser pour différentes fonctionnalités, pour contrôler l'activité d'eau, mais aussi pour développer des différents arômes parce que la microbio de produits charcutiers, on va l'utiliser. À la fin, les produits finaux de la fermentation, ça change beaucoup si on utilise dextrose que si on utilise du sucre. Donc on peut obtenir avec les mêmes procès des produits avec des arômes, des goûts différents, seulement remplaçant sucrose par dextrose. Désolé. Et aussi par la rétention d'humidité. Dans les fruits, on peut faire la cristallisation pour les fruits confits glacés, par exemple. On peut réduire encore les goûts sucrés. Pour la confiserie, pour les comprimés, et un produit tellement compressible, ça dépend de la granulo, mais les compressibles, on peut moduler la viscosité de la pâte, par exemple, ou changer aussi les profils glucidiques dans le sirop. Donc ça nous permet de jouer aussi avec les mélanges. Et elle a un effet rafraîchissement par rapport à l'effet endothermique qu'elle a en bouche. Donc ça nous permet aussi d'avoir un profil différent. Et comme agent de charge. Dans les produits en poudre, la plupart des fois que l'utilise, c'est toujours comme support pour les arômes, les édulcorants, etc., comme agent de charge. Et la propriété de démexinicolabilité, pour ça qu'on parlait des granules différents. Et dans certains cas, quand les produits ne sont pas vraiment solubles, si on fait un mélange, on facilite la solution de cet ingrédient. Et finalement, juste pour remercier pour votre attention, ici je vous laisse les contacts de d'Ayakem. Si vous avez besoin ou si vous désirez avoir la présentation, c'est juste à leur dire. On aimerait bien pouvoir vous l'envoyer. Et je ne sais pas si on a le temps, mais je suis disponible pour des questions s'il y en a. Il me semble que les dextrose c'est plus connu et c'est beaucoup plus utilisé ici, donc c'est trop clair. Donc merci beaucoup à tous, et merci d'Ayakem et à la prochaine j'espère. Merci.